bienvenue à cette séance du Conseil du 20 novembre 2017. Donc, avant de débuter nos délibérations, je nous invite à prendre un petit moment de silence. Merci de votre collaboration. Alors, avant même de traiter des sujets de cette première séance depuis l'élection du 5 novembre, vous me permettrez de vous adresser quelques mots. En tout premier lieu, mes collègues se joignent à moi pour remercier tous les électrices et les électeurs qui ont exercé cet important privilège qu'est leur droit de vote. Nous voulons remercier celles et ceux qui ont participé à cet exercice démocratique en présentant leur candidature, soit Mme Hélène Lebrun et Francine Royer, ainsi que Messieurs Raymond Bouchard et Jocelyn Couturier. Le nouveau conseil municipal tient également à remercier celles et celui dont le mandat s'est terminé avec cette élection, soit Mme Diane Arbour et Paul Lévesque, avec 8 années d'implication municipale, et bien sûr M. Gaétan Ruet, qui a conduit les destinées de la ville d'Amqui à titre de maire, et ce pendant 19 ans. Merci de votre contribution. Nous aurons l'occasion de vous témoigner de notre appréciation lors d'une activité à venir. Alors, je me permets de souligner la présence de nos deux ex. Je ne sais pas si ça deviendra le club des ex. Alors, merci, Mme Diane et Mme Paul, de votre présence à la séance ce soir. Peut-être M. Philippe Vigneault, qui s'est présenté aussi dans mon district. Mille excuses à M. Vigneault, tout à fait. Donc, il y avait 5 candidats. J'en ai échappé un. Je m'en excuse. Donc, M. Philippe Vigneault également, qui a participé à titre de candidat. Donc, voilà pour Madame. Au plaisir de partager à nouveau. Enfin, nous tenons à souligner le travail de Mme Marie-Hélène Dupont, greffière à la ville d'Amqui depuis moins d'1 an, alors qu'elle a agi à titre de présidente d'élection. Merci à Mme Dupont et à votre équipe qui avait su relever ce défi avec brio. Alors, pour l'ensemble de l'œuvre, je pense qu'on pourrait applaudir tous ces... Enfin, lors de la séance du 4 décembre prochain, nous aurons l'occasion de présenter les responsabilités qui seront confiées à chaque élu. À ce moment, elles et ils auront l'occasion et l'opportunité de vous adresser quelques mots quant à leur mandat respectif. Alors voilà le message d'introduction à cette première séance du nouveau conseil municipal élu le 5 novembre dernier. Alors, je vais procéder maintenant à la lecture du projet d'ordre du jour. Donc, en point 1, ouverture de la séance. En point 2, ordre du jour. Point 3, séance de consultation publique. 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. 3.2, présentation du règlement numéro 815-17, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. 3.3, présentation du règlement numéro 816-17, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. 3.4, présentation du règlement numéro 817-17, modifiant le règlement de zonage 613-05. 3.5, présentation du règlement 818-17, modifiant le règlement de construction 615-05. 3.6, présentation du règlement 819-17, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 721-12. 3.7, présentation du règlement 822-17, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. 3.8, présentation du règlement 823-17, modifiant le règlement de zonage 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, règlement 611-05.
3.9, présentation du règlement 824-17, modifiant le règlement de zonage 613-05. 3.10, période de questions et commentaires des citoyennes et des citoyens sur les règlements. 3.11, levée de la séance de consultation publique. Point 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2017 pour adoption. Point 5, période de questions, 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 6, correspondance du mois d'octobre 2017. Point 7, administration générale et gestion financière. 7.1, liste des comptes au 16 octobre 2017 pour approbation. 7.2, liste des comptes au 6 novembre 2017 pour approbation. 7.3, liste des comptes au 20 novembre 2017 pour approbation. 7.4, Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, versement de la contribution financière de la Ville d'Amqui pour l'année 2017 et promotion du temps des fêtes de la Matapédia, mon centre d'achat. 7.5, demande de diffusion Mordicus Incorporé, participation financière de la Ville d'Amqui pour l'année 2018. 7.6, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, des comptes progressifs des coûts numéro 1 et 2 pour acceptation. 7.7, dépenses au fonds de roulement, affectation. 7.8, Caisse Desjardins, Vallée de la Matapédia, désignation des signataires des effets bancaires. 7.9, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, demande de prolongation du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Point 8, ressources humaines et technologies de l'information, aucun sujet. Point 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, fermeture temporaire d'une partie de la rue Gagnon, prolongation de l'entente. 9.2, ajout d'une lampe de rue Harry Boulian, autorisation. 9.3, acquisition de gré à gré, achat d'un radar afficheur de vitesse. 9.4, servitude d'élargissement d'accotement dans le rang Saint-Joseph, mandat à Madame Maître Cindy Gagnon, notaire, désignation des signataires. Le point 10, je vais me permettre de céder la parole à Madame la greffière pour que je puisse reprendre ma voix. Je vais reprendre au point 11. Alors, 10 points, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 octobre 2017. 10.2, règlement numéro 817-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement. 10.3, règlement numéro 819-17, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12, adoption du second projet de règlement. 10.4, règlement numéro 823-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Adoption du second projet de règlement. Règlement numéro 824-17, je suis au point 10.5, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement. 10.6, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, avis de motion. 10.7, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du premier projet de règlement. 10.8, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 273 du cadastre du Québec situé aux 2 rue Valmont. 10.9, demande de dérogation mineure du lot 4 091 087 du cadastre du Québec situé au 144 avenue de la Fabrique. 10.10, demande de dérogation mineure concernant les lots 3 165 545 et 3 165 546 du cadastre du Québec situé au 81 rue des Forges, pardonnez-moi. 10.11, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 213 du cadastre du Québec situé au 76 rue Chamberlain. 10.12, demande de dérogation mineure concernant les lots 3 164 812 et 4 916 906 du cadastre du Québec situé au 125 avenue du Parc. 10.13, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05,
Le lot 3 165 424 du cadastre du Québec, situé au 38 rue Normand-Sud, pour un projet d'agrandissement du bâtiment principal. 10.14, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05, les lots 3 166 037 et 3 166 038 du cadastre du Québec, situé au 95 rue des Biens, concernant un projet d'agrandissement du bâtiment principal. Merci, Madame la greffière. Je vais poursuivre. Au point 11, développement économique, aucun sujet. Au point 12, loisirs et culture, aucun sujet. Au point 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. Au point 14, représentation, congrès et formation, aucun sujet. Au point 15, affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 16, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Et au point 17, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cet ordre du jour. Juste avant, Monsieur le maire, on va ouvrir la séance. Ce serait important. D'accord. Ouverture de la séance au point 1. Exactement. J'ai besoin d'une proposition. Donc, Madame Sylvie, Monsieur Égide, pour l'ouverture de la séance. Donc, point 2, acceptation, adoption de l'ordre du jour. Donc, j'avais déjà Monsieur Richard pour adopter l'ordre du jour. Oui, j'avais proposé. L'appui, M. Oui. Il y a de ça une J'avais vu à l'autre bout M. Michel. Je vais aller avec M. Michel. Point 3, séance de consultation publique. Donc, 3.1, ouverture de la séance de consultation publique. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition à cet effet, madame? Oui. Oui. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition au niveau de l'ouverture? Madame Sarah, appuyée par M. Normand. Alors, pour la présentation de ces points-là, nous devions avoir la présence de M. Frédéric Desjardins, urbaniste à la MRC, qui nous avait accompagnés dans la présentation de ces règlements-là. Et pour des raisons personnelles, M. Desjardins n'a pas pu être avec nous ce soir. Il est remplacé par le directeur de l'urbanisme, M. Bertin-Denis. Alors, je veux remercier M. Denis d'avoir accepté à pied levé de venir remplacer M. Desjardins. Alors, je vais céder la parole. Vous avez un commentaire, M. Monsieur le maire, oui, j'aurais un commentaire. Étant donné, moi, qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts dans le dossier, étant donné que mon neveu et mon frère sont reliés de très près au projet. Donc, je vais m'abstenir à participer à aucune discussion et aucune décision de ma part. Uniquement au niveau du projet qui est en lien avec? Les règlements 822-17 et 823-17. Qui traite particulièrement du Château Bellevue. C'est ça? Dans tous les autres éléments, vous allez pouvoir participer et exercer votre droit de vote, M. Boulian. Donc, merci de la précision. Merci. Alors, je cède la parole à M. Denis. Je vais rester debout, je pense, parce que je crois que je suis à l'aise. Donc, le projet de règlement, en fait, c'est très rare qu'on ait dans une même consultation publique à traiter de 8 règlements de modification. Je vous dirais, moi, qu'en 32 ans de pratique, c'est la première fois que ça m'arrive, là. Donc, on va prendre ça un à la fois. Je ne sais pas si ça sort bien dans le micro, là, parce qu'il faut que je regarde là, et un petit peu de temps en temps. Donc, juste à vous mentionner que la MRC agit à titre de consultant dans ce dossier-là. Donc, c'est des règlements de la Ville d'Amqui. Et nous, on offre des services d'urbanisme. Donc, la MRC agit comme consultant en services d'urbanisme. Donc, les sujets, je parlais tantôt de 8 projets de règlement. Ils sont mentionnés ici. Bon, d'abord, ce qui est important de mentionner, c'est que la consultation, ça se fait sur des projets de règlement. Donc, tous ces règlements-là n'ont pas été adoptés actuellement par le Conseil de la Ville d'Amqui. La Ville consulte la population et les objectifs, nécessairement, c'est de vous donner cette information-là et d'obtenir vos commentaires relativement à chacun des projets de règlement. On a voulu ici, dans le fond, un peu se situer dans l'adoption des règlements d'urbanisme, à quel endroit on se situe. Donc, sur l'acétate, ici, on peut voir que l'ensemble de ces 8 règlements-là, de projets de règlements-là, ont été adoptés à des dates différentes.
le 18 septembre, le 25 septembre et le 2 octobre, il y a des règlements qui ont été adoptés. La consultation ce soir, c'est pour l'ensemble de ces 8 règlements-là, donc c'est la portion du milieu. Ce soir, on va, comme je le mentionnais tantôt, consulter la population et la Ville pourra, après, adopter 4 seconds projets de ces règlements-là. On expliquera un petit peu plus loin en quoi il en consiste. Et nécessairement, ce n'est pas fini. Une fois que la consultation se termine, il y a l'adoption des seconds projets de règlement. Il y aura aussi la possibilité de demander une période d'approbation référendaire pour certains de ces règlements-là. Et ensuite, l'adoption finale du règlement. Et ensuite, encore une possibilité de demander à la Commission municipale du Québec si certains règlements qui modifient le règlement de zonage et le règlement sur les usages conditionnels sont conformes au plan d'urbanisme. Suite à ça, pour entrer en vigueur, ça nécessitera un avis de conformité de la MRC de la Matapédia. Donc, tous ces règlements-là devront être conformes au schéma d'aménagement pour entrer en vigueur. Vous allez voir apparaître dans les présentations un petit R et un petit C comme ça. Donc, c'est vraiment relativement à ce que je viens de mentionner. Lorsqu'il y a un petit R qui apparaît, c'est que pour certains objets de ces règlements-là, la population a l'opportunité de demander qu'un scrutin référendaire soit tenu. Donc, il y aura éventuellement là, un avis qui sera publié, je crois, la semaine prochaine, vous invitant à faire ça. Et dans la présentation, lorsque le petit logo R apparaît, bien, soyez avisés que pour certains éléments de ce règlement-là, on pourra, lors de la présentation de l'avis, on aura une période de 8 jours pour demander qu'un scrutin référendaire puisse être tenu. Lorsqu'il y a un C, un petit logo avec un C, c'est après l'adoption du règlement. Certains objets de ces règlements-là, encore là, la population aura l'opportunité de demander qu'une demande soit adressée à la Commission municipale du Québec pour établir la conformité entre le règlement visé et le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, c'est de l'information qu'on pourrait vous donner ultérieurement, mais c'est important quand même de comprendre là, qu'il y a des opportunités qui se présentent chez la population pour intervenir dans le processus d'élaboration des plans et des règlements d'urbanisme. Donc, le premier mandat, il y a plusieurs mandats qui ont été confiés. Le premier mandat, c'est une série de règlements, ça touche des sujets divers, là. Le premier, le règlement 2015-17. Bon, je vais résumer ça. Je n'ai pas toujours des petits plans ou des petites photos là, pour illustrer, fait que je vais essayer d'expliquer ça clairement. Le premier règlement, bon, d'abord, il modifie le plan d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est le plan d'urbanisme? C'est la planification que la Ville d'Amqui fait sur son aménagement, son développement. Et dans la Ville d'Amqui, il y a des zones ou des affectations qu'on appelle agroforestières. C'est des zones d'expansion urbaine à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, mais qui ne sont pas occupées ou généralement très peu occupées actuellement par le développement urbain, résidentiel, commercial, industriel. Donc, ce que la Ville veut dans son plan d'urbanisme, c'est de permettre l'habitation unifamiliale isolée dans ces secteurs-là. Par contre, l'habitation serait permise seulement là où les routes sont déneigées. Donc, il y a quand même des routes qui sillonnent à travers cette affectation-là. Et il sera possible de construire des résidences unifamiliales le long des routes déneigées. Le deuxième règlement vise, du 816-17, vise la modification du règlement sur les permis et certificats. Donc, 2 objets dans ce règlement-là. Premier objet, c'est d'autoriser qu'un permis de construction soit accordé sur un terrain dont l'accès à une rue est séparé par une voie ferrée, conditionnellement à ce que soit signé un contrat de passage à niveau privé. Je vous explique. Dans la Ville d'Amqui, il y a une voie ferrée et il arrive à certains moments que la rue se trouve d'un côté de la voie ferrée et les terrains se trouvent de l'autre côté de la voie ferrée. Donc, pour avoir accès à ces terrains-là, il sera possible, à partir du moment où la réglementation soit modifiée, que de considérer la rue comme si elle était adjacente. En fait, c'est comme si la voie ferrée n'existait plus dans cette approche-là. Par contre, ça prendra un contrat signé, un contrat nécessairement de la compagnie de chemin de fer pour donner accès au terrain de l'autre côté. Le deuxième objet, c'est d'autoriser qu'un permis de construction soit accordé pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain et adjacent à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.
Mais dans la réglementation actuelle, seulement les permis de construction adjacents à des rues publiques étaient permis à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. La réglementation va être modifiée pour que des permis puissent être autorisés sur des rues privées. Par contre, la Ville s'assure que ces rues privées-là soient conformes au règlement de lotissement, c'est-à-dire au niveau du cadastre, la largeur de la rue, la configuration de la rue. Les rues privées devront correspondre aux normes exigées pour les rues publiques. Un autre objet dans le règlement 817-17 qui modifie le règlement de zonage. Cette première portion-là vise principalement les maisons mobiles. Donc, tout ce qu'on retrouve dans l'acétate ici, ça vise les maisons mobiles. D'abord, le point 4, déplacer les dispositions portant sur les dimensions des maisons mobiles de la définition vers le tableau 6.1. En fait, ce qu'on dit là, c'est que la dimension, les normes concernant la configuration, le volume, la longueur, largeur des maisons mobiles se retrouvent dans la définition du règlement, alors qu'il y a un tableau dans le règlement où on retrouve l'ensemble des normes pour l'ensemble des usages. Ces normes-là vont tout simplement être transmises, là, si on veut, vers le tableau 6.1. Ne plus exiger que les maisons mobiles aient un rapport largeur-longueur. Donc, il y a un ratio largeur-longueur de 33 % qui existe dans la réglementation. À partir du moment où le règlement entrera en vigueur, ce ratio-là va disparaître. Abroger les dispositions spécifiques portant sur la marge arrière des maisons mobiles. Il y a dans disposition actuellement dans le règlement pour une maison mobile implantée parallèlement à une rue, la marge de recul arrière est de 10 mètres et si elle est implantée perpendiculairement à la rue, la marge de recul est de 3 mètres. Donc, ces normes-là vont disparaître puis vont être remplacées par les marges de recul prescrites dans la grille de spécification, c'est-à-dire la même marge de recul pour l'ensemble d'une zone. Donc, dans une zone où on permet les maisons mobiles, la marge de recul va être commune à l'ensemble des bâtiments. On continue dans le 817-7. L'acétate qui est ici concerne principalement les bâtiments accessoires ou bâtiments complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment complémentaire? Je vais donner un exemple simple pour illustrer ça. Si vous avez une résidence, c'est le bâtiment principal. Et s'il y a d'autres bâtiments qui sont accessoires à la résidence, remise, garage privé, gazebo, serre, etc., ça sert à la résidence et on appelle ça des bâtiments complémentaires. Donc, les dispositions qui sont ici visent ces bâtiments-là. Le point 7, augmenter de 70 à 80 % par rapport au bâtiment principal la superficie maximale des bâtiments accessoires attenant à un bâtiment principal résidentiel. Donc, si j'ai un bâtiment complémentaire, par exemple un garage, mais qui est attenant, c'est-à-dire qui est adjacent, qui est collé après le bâtiment principal, actuellement, la norme visait à ce que ce bâtiment-là, complémentaire, ne puisse pas excéder 80 %. La norme va être augmentée à 80 %. Au point 8, modifier les calculs établissant la superficie maximale de certains bâtiments complémentaires par rapport à la superficie du terrain de manière à ce qu'il s'applique pour chacun des bâtiments complémentaires et non plus pour l'ensemble de ceux-ci. Donc, auparavant, on établissait, encore là, une superficie ou un ratio entre le bâtiment complémentaire et le bâtiment principal. Par exemple, on vient de mentionner 80 %. Un bâtiment ne peut pas être plus grand que 80 % du bâtiment principal. La disposition que je viens de nommer va faire en sorte que ce n'est pas l'ensemble des bâtiments complémentaires qui devra respecter le 80 %, mais chacun des bâtiments complémentaires pourra aller jusqu'à 80 % du bâtiment principal. Nécessairement, il est contrôlé aussi par le point suivant. Il y a une modification qui vient d'être apportée par la réglementation qui vise, dans le fond, un ratio entre les bâtiments complémentaires et l'ensemble du terrain. Donc, même si on peut augmenter la superficie des bâtiments complémentaires, on ne pourra pas atteindre l'ensemble du terrain parce qu'il y a une disposition qui vient mentionner que le ratio bâtiment complémentaire terrain pourra être de 10. Donc, il sera augmenté de 8 % à 10 %. C'est-à-dire qu'avec les bâtiments complémentaires, on ne pourra pas occuper plus de 10 % de l'ensemble du terrain. Au point 10, réduire de 20 % la marge de recul avant sur une rue secondaire pour certains bâtiments accessoires implantés sur un terrain d'angle. Donc, un terrain d'angle, c'est un coin de rue, pour faire ça court. Et sur un coin de rue, les marges de recul avant s'appliquent sur chacune des rues. Donc, il peut arriver qu'un bâtiment accessoire qu'on retrouve à l'arrière d'un bâtiment se retrouve dans une marge de recul avant de la rue adjacente.
Le règlement vise à ce que, dans ce nouveau règlement-là, on réduise de 20 % la marge de recul. Je donne un exemple. Si la marge de recul est 8 % pour un bâtiment accessoire sur un terrain dont il y a une rue adjacente, pourrait être réduite à 6,4 mètres au lieu de 8 mètres. Le point 11 permet que les terrasses au sol non couvertes de moins de 30 cm de haut n'aient pas de distance minimale par rapport aux autres bâtiments et constructions. On parle ici des patios dont il n'y a pas de couverture. Et qu'est-ce que ça permettrait? Par exemple, qu'une terrasse ou un patio puisse relier un bâtiment complémentaire et la résidence sans avoir à tenir compte de distance qui sépare le patio des bâtiments en question. Toujours 817, résidence pour personnes retraitées. Donc, autoriser la classe d'usage habitation 13, habitation dans un bâtiment à usage mixte, ainsi que l'usage 74-24, c'est-à-dire centre récréatif en général, dans la zone 166 HC. La zone 166 HC, je vais aller voir parce que je m'en souviens plus. Si je ne me trompe pas, c'est la zone qui est près de la rue Larocque. Et c'est une résidence pour personnes retraitées. Donc, je ne sais pas si ça vous situe, là, la rue Larocque, dans le coin du salon funéraire, entre autres, là, en arrière. Il y a 2 résidences là, pour les personnes retraitées. Et il y a des activités récréatives qui se font à l'intérieur de ces résidences-là. Donc, la réglementation viendrait confirmer l'autorisation de centres récréatifs à l'intérieur des bâtiments en question. Le point 13, donc toujours dans 817.7, ce point-là, il y aura un autre règlement tantôt que je vais vous présenter, concerne un projet conjoint, ce que j'appelle un projet qui va lier à la fois une résidence, de la culture du sol et de la transformation de fruits et légumes. Donc, c'est dans la zone 305 AF qui est présentée là. Si on... La rue des Forges est celle-là ici. On a le parc de Maison Montbier qui est là. Donc, une fois qu'on s'est situé comme ça, on est capable de voir de l'autre côté de la voie ferrée, justement, entre la rivière, c'est la Matapédia qui est là, oui. Oui, je ne savais plus si c'était Umku ou Matapédia. Donc, entre la rivière et la voie ferrée, ce projet-là devrait se réaliser et nécessite une modification dans 2 règlements, dont celui-là. Donc, autoriser la classe d'usage habitation unifamiliale isolée dans la zone 305 AF. Au point 14, c'est des modifications purement administratives. En fait, c'est des notes qu'on fait sur les grilles de spécification pour référer à des usages spécifiquement permis et exclus. Et avec le temps, les années, bien, l'endroit pour écrire les notes est presque disparu de ces grilles-là. Donc, il y aura un article spécifique pour rassembler l'ensemble des notes dans un article. Ça ne change rien, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de dispositions qui sont changées. Là, c'est purement administratif. Le règlement du 818-17 modifiant le règlement de construction. Donc, un seul objet dans ce règlement-là, c'est de permettre tout type de construction pour les habitations. En fait, je vais résumer ça. Il y a des dispositions dans le règlement de construction qui visent les fondations qui vont en dessous des bâtiments que l'on construit dans la municipalité. Généralement, c'est des murs de fondation ou des murs de blocs ou des pilotis. La réglementation va être modifiée pour permettre d'autres types de fondations et vient enlever l'obligation d'obtenir une attestation d'un ingénieur pour ce type de fondation-là. On pense ici, par exemple, aux pieux, dalles monolithiques là, ou dalles flottantes, pilotis, etc. « 819-17 modifie le règlement sur les usages conditionnels. Le point 16, autoriser sous certaines conditions l'usage garage et équipement d'entretien pour le transport par camion dans la zone 146 HA. Donc, la zone 146, c'est la rue du Golfe et les résidences qu'on peut retrouver de chaque côté. Donc, c'est ce qui compose la zone 146. Si on s'avance un peu pour voir quelle partie de la zone 146 est concernée,
Bien, ça nous situe sur un terrain. Donc, j'ai entouré en blanc on a sur la 11, c'est la 132, et en bas, sur la rue du Golfe, on a un commerce, une petite mini-industrie sur la route 132, qui est propriétaire du terrain, l'encadré blanc. Et il y a beaucoup de circulation qui se fait par du camionnage pour de la livraison, etc. Et la personne a demandé, dans le fond, de confirmer cet usage-là, parce que c'est quand même un usage, à l'intérieur de la zone 146 HA. Donc, on parle de règlement sur les usages conditionnels. L'idée, c'est d'autoriser ça, mais sous certaines conditions. Et ces conditions sont seule la circulation pour accéder au terrain contigu à la route 132 est autorisée. Aucun entreposage, affichage, usage ou construction ne peut être aménagé ou exercé, toujours dans la petite partie blanche. Le chemin d'accès ne peut être asphalté et le reste du terrain doit être gazonné et entretenu adéquatement. Les clôtures et autres aménagements visant le contrôle de l'accès sont autorisés uniquement à proximité de la limite de propriété arrière. Bon, je suis parti. Donc, la limite de propriété arrière, c'est vraiment en haut de l'encadré blanc. C'est entre l'usage lui-même et l'allée d'accès qui sera aménagée là, pour aller vers la rue du Golfe. OK. La circulation n'est autorisée que de 6 heures le matin à 16 heures, du lundi au vendredi. Les limites latérales du terrain doivent être aménagées de manière à préserver l'intimité des voisins, et ce, idéalement avec de la végétation. Un seul usage conditionnel est autorisé dans l'ensemble de la zone. Au point 17, c'est le deuxième règlement qui vise le projet conjoint résidence, culture et transformation. Donc, ce règlement-là, c'est une modification au règlement sur les usages conditionnels pour autoriser, sous certaines conditions, l'usage industrie de préparation des fruits et légumes dans la zone 305 AF. Et les conditions. L'exercice de l'usage ne doit pas porter atteinte à l'attractivité du secteur pour les usages autorisés de plein droit ainsi qu'à la qualité de vie des résidents du secteur. Des mesures d'atténuation doivent être mises en place afin de rendre imperceptibles les nuisances générées par l'usage aux résidences du voisinage, par exemple des écrans visuels, des choses comme ça. La superficie maximale du bâtiment principal est de 300 mètres carrés et le nombre maximal d'employés est de 4. Le règlement 824-17 qui modifie le règlement sur le règlement de zonage. La thématique, c'est pour implanter des maisons pour personnes en difficulté. En fait, c'est des centres de réadaptation pour des personnes en difficulté. Et celui-là, il est un petit peu compliqué. Donc, essentiellement, je vais expliquer ça dans mes mots pour exprimer, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Dans un règlement d'urbanisme, rarement on a un seul usage qui est permis. Souvent, c'est un groupe d'usages. Dans ce cas-là, actuellement, les maisons pour personnes en difficulté, ils sont dans le groupe d'usage habitation en commun. C'est-à-dire que dans la ville d'Amqui, à partir du moment où on permet le groupe d'usage, on retrouve toujours cet usage-là dans certaines zones. L'objectif, c'est de retirer l'usage maison pour personnes en difficulté pour l'intégrer dans un nouveau groupe d'usage qui serait commerce d'affaires. Donc, c'est-à-dire que là où se trouve le groupe d'usage commerce d'affaires, dans toutes les zones, l'usage maison pour personnes en difficulté deviendrait autorisé dans ces zones-là. Et aussi d'autoriser spécifiquement dans certaines zones l'usage maison pour personnes en difficulté. C'est des zones industrielles principalement. Et aussi de régir l'implantation des maisons pour personnes en difficulté, c'est-à-dire en exigeant qu'un bâtiment où est exercé tel usage se trouve minimalement à 200 mètres d'une école primaire ou secondaire, d'un centre de petite enfance, d'une garderie ou d'une habitation. Je sais que jusqu'à maintenant, là, on n'a rien compris, personne, mais c'est pas grave, il y a une petite carte qui va illustrer ça. Donc, on a mis en couleur ici une carte. Puis à partir de cette carte-là, on va vous expliquer ce que je viens de vous mentionner.
Donc, j'ai parlé tantôt des groupes d'usage. Tout ce qui est rouge sur la carte, je sais que vous ne pouvez pas la consulter de près, là, mais cette carte-là, elle existe, donc on pourra la consulter plus tard, après la réunion ou demain. Là, moi, je pourrais, si quelqu'un veut communiquer avec moi, il n'y a pas de problème à la MRC pour donner de l'information là-dessus, même faire parvenir la carte. Donc, toutes les zones en rouge, c'est les zones dans lesquelles il y avait de permis le groupe d'usage habitation en commun qui comprenait maison pour personnes en difficulté. Bien, la réglementation va enlever cet usage-là du groupe, c'est-à-dire que l'usage en question, maison pour personnes en difficulté, ne sera pas permis, ne sera plus permis dans les zones qui sont identifiées en rouge. Donc, je pense que ça ne vaut même pas la peine. Est-ce que je dois les nommer toutes, une après l'autre? Je peux le faire aussi. La zone 116 HC, 121 HC, 123 HB, 124 HB, 133 HB, 141 CP, 151 HC, 166 HC, 268 CC et 310 P. Donc, dans ces zones-là, l'usage maison pour personnes en difficulté ne sera plus permis à partir de l'entrée en vigueur du règlement. Dans les zones en vert forêt, donc on a deux types de verts. Là. Le vert plus foncé, on voit que c'est beaucoup les zones commerciales, là, beaucoup sur le boulevard Saint-Benoît, l'hôpital, l'école de Sainte-Ursule. On a beaucoup de ces zones-là dans ces secteurs-là. Ces zones-là, elles, avaient le groupe service d'affaires. Donc, l'usage maison pour personnes en difficulté va être introduit dans ce groupe-là. Il va être permis à partir du moment où le règlement va entrer en vigueur. Donc, dans la zone 120P, 134 CC, 135 CC, 143 CP, 144 CP, 169 P, 173 CC, 244 CC, 245 CC, 246, 247, 248 et 249 CC. Donc, l'usage viendrait être permis là-dedans. Dans les zones plus pâles, en vert pomme, là, que j'ai appelé, on en voit ici, c'est la zone industrielle près de la coopérative agricole. Et les autres zones industrielles, là, le long de la rue des Forges. Donc, dans ces zones-là, la réglementation permet spécifiquement l'usage en question. On est venu vraiment introduire spécifiquement l'usage maison pour personnes en difficulté. Il y a une zone en jaune que je vais lever votre intérêt là-dessus. En fait, dans le premier projet de règlement, celui pour lequel on vous consulte, cette zone-là avait été identifiée, mais dans le second projet qui va être adopté ce soir, la zone a été retirée. Donc, c'est une petite différence entre le premier projet et le second projet qui sera adopté là, dans la même séance ce soir. Dans les zones en bleu, encore là, dans ces zones-là, les zones permettaient à la fois le groupe habitation en commun et le groupe commerce d'affaires. Donc, on enlève à Pierre pour donner à Jacques, comme on dit, mais dans cette zone-là, l'usage va être maintenu parce qu'on transfère l'activité dans un autre groupe d'usage qui est permis aussi dans cette zone-là. Donc, les zones 104, 131, 139, 157, 218, 242, 251 et 252 CC. Ça fait le tour très, très brièvement, mais je pense qu'il n'y a pas 56 façons d'expliquer ça, si ce n'est que de venir le voir pour le consulter ici au bureau de la municipalité, là. Je maintiens encore cette information-là, que l'ensemble des secteurs dans lesquels maison pour personnes en difficulté est permis, il y aura des dispositions pour éloigner l'usage des écoles primaires, secondaires, des centres de petite enfance, garderies et d'une habitation. Il y a dans le règlement 824-17 une disposition qui va être aussi enlevée entre le premier projet et le second projet. C'est la suivante. En fait, cette disposition-là permettait toujours, en fonction des maisons pour personnes en difficulté, la réglementation prévoyait autoriser dans l'ensemble des zones agricoles l'usage-service de réadaptation, de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme comme usage complémentaire à l'usage agricole. Il est enlevé parce qu'il était déjà permis dans la réglementation. C'est permis d'une autre façon, là, mais en milieu agricole, c'est un moyen de réadaptation
et c'est une activité qui est complémentaire à l'agriculture. Donc, il va tout simplement enlever là, du second projet, mais il va être quand même permis dans toutes les zones agricoles. Le mandat 3 concerne le Château Bellevue, donc un complexe résidentiel pour aînés. Les dispositions, encore là, j'ai 2 modifications là-dedans. Une modification qui vise le plan d'urbanisme, l'autre modification vise le règlement de zonage. Comme les deux visent le même objet, je vais rapidement aller vers le zonage parce que j'ai des cartes à ce niveau-là, puis je ne voulais pas présenter là, 2 fois les mêmes cartes et les mêmes objets. Essentiellement, dans le plan d'urbanisme, au niveau de la planification de la ville, il y aura l'insertion d'une affectation résidentielle de forte densité dans le secteur que je vais vous montrer tantôt. On retirera une partie des tracés de rue qui étaient projetés dans ce secteur-là pour des fins résidentielles. On va ajuster aussi des affectations un peu autour de l'affectation résidentielle de forte densité. Et on va insérer un tracé de rue sur une rue, c'est la rue Blanchette. Donc, le règlement de zonage qui vise le même objet, et c'est là qu'on va pouvoir, dans le fond, avoir un peu plus de détails sur les plans. Je vais tout simplement vous envoyer à la carte, puis moi, je vais lire les sujets qui sont. Donc, actuellement, c'est ce qu'on retrouve dans le secteur de la rue Gaétan-Archambault, la route 195, la grande zone 178 AF pour agroforestier. Donc, cette zone-là, si on fait un peu d'histoire, c'est une zone d'expansion urbaine de la ville d'Amqui. C'est un secteur réservé pour l'expansion urbaine au fil des années. Et là, on est rendu à urbaniser ce secteur-là. Donc, elle sera modifiée à partir de l'entrée en vigueur du règlement. Et elle sera modifiée comment? Bien là, l'autre acétate va vous montrer la différence entre celle-là et l'autre. Elle sera modifiée de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire, premièrement, créer dans le plan de zonage la zone 182 HC. 182 HC, je vais aller vous la montrer. Elle est créée à partir de la zone 178 et de la zone 172, à partir desquelles on a retiré, on a enlevé certaines superficies. Donc, la 182, je sais que c'est un peu compliqué, c'est vraiment ça, la zone. Il y a des petits dessins là-dessus, mais c'est la ligne bleue ici. On avait la 178 qui faisait ça. La 182 HC est créée à même la 178 et une partie de la 172. La réglementation va aussi permettre de créer la zone 183 AF à même une partie de la zone 178. 183 AF, elle est à l'extrême gauche, on voit le libellé. Ce n'est pas les lignes rouges, c'est vraiment le contour bleu. En fait, c'est l'excédent de la 178 qui porte maintenant le nom de 183 AF. On va agrandir la zone 172 à même une partie de la zone 178 afin d'ajuster une limite de propriété. Donc ça, c'est même pas significatif. La 172 va être agrandie un petit peu parce que le zonage, il faut que ça concorde avec les limites de propriété. Il y a eu un petit ajustement au niveau du zonage. On va retirer du plan de zonage une partie des tracés de rue projetés situés au nord de la rue Alfred-Desrochers. On voit, il y a un tracé de rue là, en haut à gauche. Bien, ça, c'était prévu pour du développement éventuellement dans la ville. Maintenant, ces rues-là vont être enlevées. C'est représenté en rouge ici. Donc, les traits rouges, c'est des rues qu'on soustrait de la réglementation et du plan de zonage. On va aussi insérer dans le plan de zonage un tracé de rue projetée se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue Blanchette. Donc, on voit la rue Blanchette. Je ne sais pas si vous voyez. La rue Blanchette se terminait sans rayon de virage. Donc, quand on fait de l'aménagement, si on peut récupérer des choses comme ça, il y aura, à partir de la réalisation de ce règlement-là, un rayon de virage, un cul-de-sac là, au bout de la rue Blanchette. Qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'usage dans ces zones-là? Bien, en fait, on a reproduit ici une partie de la grille de spécification. On a 2 colonnes, en fait 3 colonnes. Une colonne où on a des usages et des normes d'implantation. Des colonnes à droite, 182, 183, qui sont nos 2 zones nouvellement créées, dans lesquelles on permet des usages et on établit des normes d'implantation. Donc, si on prend la 182 HC, donc la zone résidentielle de forte densité, il sera permis là-dedans des habitations en commun,
donc un groupe d'habitations qui s'appelle l'habitation en commun, qui comprend les habitations du type complexe résidentiel qui devraient être construits. Public 3, c'est-à-dire les équipements et infrastructures de transport, tout ce qui concerne le réseau routier sera permis à l'intérieur de cette zone-là. Les normes d'implantation du bâtiment ou des bâtiments à l'intérieur de cette zone-là, hauteur maximum en étage 8, coefficient d'emprise au sol maximum 50 %, marge de recul avant, arrière 8 mètres, marge de recul latérale 2 mètres et largeur combinée des cours latérales 5 mètres. Il y a aussi l'affichage qui sera permis, l'affichage de type A et C, c'est-à-dire des enseignes appliquées et des enseignes autonomes, nécessairement des enseignes commerciales pour afficher le complexe résidentiel. Dans la 183 AF, donc agroforestière, des usages très légers, comme par exemple les infrastructures routières, mais aussi de la récréation, de l'agriculture, d'exploitation forestière. Nombre d'étages maximum 1, seulement 10 % d'occupation du sol pourrait être autorisé. Les marges de recul similaires à celles du 182 et aucun affichage. On a terminé, mais en même temps, je vous ai présenté des articles qui allaient être soustraits du second projet. Et comme je ne pense pas que vous alliez relire l'ensemble des seconds projets, il y a certains articles auxquels on va ajouter des textes, et je vous en fais mention tout de suite. Donc, des ajouts qui vont être apportés au second projet. Des usages liés à la garde d'enfants seront ajoutés dans la zone 182 CH. Donc, 182 H, c'est-à-dire HC. 182, c'est le complexe résidentiel. On va aussi permettre dans cette zone-là usages qui sont reliés à la garde d'enfants, garderie. Et un autre usage conditionnel, industrie de préparation de fruits et légumes. Donc, on est dans la 305C, l'espèce de secteur de projet conjoint. On va ajouter dans cette zone-là que le projet industriel, si on veut, transformation de fruits et légumes, va être permis uniquement comme usage complémentaire à une résidence et des normes sur l'apparence de la résidence seront ajoutées. Donc, je le mentionnais, la consultation s'est terminée. Frédéric avait préparé quelques informations sur la période d'approbation référendaire. Fait que je vais quand même résumer ça. À partir d'un formulaire, je ne sais pas s'il existe ici à la ville, le formulaire, qui pourrait ressembler à ça. Je ne sais pas si Marie-Hélène, ce formulaire-là existe là, actuellement. En fait, Frédéric m'en avait fourni une copie. Alors, c'est le formulaire que Frédéric nous a fourni. Parfait. Donc, les personnes, pour les seconds projets qui seront adoptés ce soir, comme je le mentionnais tantôt, la population a l'opportunité, si on est résident, occupant d'une des zones qui est touchée, de demander qu'une approbation référendaire, c'est-à-dire qu'un référendum soit tenu. Mais comment ça fonctionne, en fait? Que doit contenir une demande? D'abord, les dispositions visées par la demande. On a parlé tantôt de plusieurs dispositions. Ça peut être l'ajout d'un usage, la hauteur d'un bâtiment, etc. Il faut nommer aussi l'article et le numéro du règlement pour qu'on puisse s'orienter sur la disposition sur laquelle on veut demander un référendum. Nécessairement, la zone où se situe la disposition. Et mentionner notre titre de propriétaire. Est-ce qu'on est un propriétaire domicilié, propriétaire, occupant? Donc, il y a des possibilités sur le formulaire de mentionner ça. Nécessairement signer et indiquer l'adresse de la personne qui va en faire la demande. Combien de signatures ça prend pour qu'une période, c'est-à-dire pour qu'un référendum soit tenu? C'est maximum, en fait, 12 signatures. Donc, c'est vraiment peu. 12 signatures ou la majorité des personnes habiles à voter si le nombre de personnes habiles à voter est de 21. Je vous donne un exemple. S'il y a 10 personnes habiles à voter dans une zone, bien avec 6 personnes, on peut demander la tenue d'un référendum. Et d'où peuvent venir les demandes? C'est intéressant aussi. Généralement, c'est de la zone concernée. Ça veut dire si sur la zone X, il y a un usage qui est modifié, généralement, les demandes viennent de cette zone-là. Mais aussi, dans certains cas, les demandes peuvent venir des zones contiguës. Donc, toutes les zones qui sont contiguës à la zone concernée peuvent généralement aussi être concernées par une demande d'approbation référendaire. Donc, je ne vous donne pas plus de détails. L'avis public qui va être transmis par le journal L'Avant-Poste la semaine prochaine va indiquer à la population l'ensemble des dispositions qui seront nécessaires pour qu'une demande d'approbation référendaire soit tenue.
Et bon, mais tout simplement, c'est la même diapo que quand j'ai commencé. On résume, là, on est rendu à la période de consultation vient de se terminer. Il y a une période de questions, j'imagine, qui va suivre ça, avant l'adoption des seconds projets. Alors, merci, M. Denis. Alors, comme il est prévu, est-ce qu'il y a maintenant la période de questions-commentaires en regard de l'ensemble de ces projets de modification de réglementaire? C'est sûr que ça en fait beaucoup. La dernière séance du Conseil est en 2 octobre, et puis il y avait un certain nombre de dossiers qui ont été accumulés en début d'automne. Alors, on savait que la séance serait chargée ce soir, mais on voulait traiter de façon vigilante pour assurer des suivis à ces différentes demandes. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions du côté de l'assistance? Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je prendrai une résolution pour procéder à la levée de la séance de la consultation publique. Madame Sylvie, appuyée par M. Richard. Merci beaucoup, M. Denis, pour la célérité. Bon 4 ans à vous tous. Alors voilà. Je vous amène maintenant au point 4 de notre séance, procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre pour adoption. Évidemment, c'est les gens qui étaient en poste à ce moment-là qui peuvent proposer et appuyer. Donc, vous avez tous reçu le procès-verbal, mais je m'adresse davantage à M. Normand, Égide et Richard pour appuyer l'adoption de ce procès-verbal-là. Tu veux l'appuyer? Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. Donc, point 5, période de questions, 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, j'invite les gens dans l'assistance s'ils veulent nous adresser quelques mots. Ah, un duo. Un duo, on n'a pas vu ça souvent. D'autres, on se tient jusqu'à la fin. Paul Lévesque, ex-conseillère à la Ville. Diane Arbour aussi, ex-conseillère à la Ville. Alors, on veut féliciter le nouveau conseil. On vous souhaite un bon mandat de 4 ans. J'ai aucune crainte que ça va continuer, que ça va bien continuer. Je félicite Sarah José qui prend mon district. Tu prends le plus beau district. Même si Richard disait que c'était le meilleur. Et félicitations à Pierre aussi. Bon mandat. De façon ou d'une autre, moi, je serai toujours disponible si jamais vous avez des questions suite au dossier qu'on avait. Je n'ai pas de problème. J'ai amené pas mal les livres que j'avais chez nous pour continuer. Ça fait que s'il y en a qui ont des questions, je suis disponible. Merci, Mme Paul. Ça ressemble pas mal à un club des ex, ça. Oui, Donc, assurément, c'était pour moi un devoir de venir vous voir ce soir parce que on est derrière le micro, mais pas le même. Et je tenais à vous féliciter, le conseil municipal, les anciens et les nouveaux, pour vous souhaiter un beau 4 ans. Vous allez avoir plein de travail, plein de dossiers, plein de défis à relever. Et puis, moi, de mon côté, j'avais un dossier que c'était les aînés, la famille, le dossier MADA. Donc, j'espère, Monsieur le maire, que vous allez avoir une dame sur ce dossier-là. Parce que j'ai déjà été approchée pour continuer, mais j'ai dit je déléguais du 109. Donc, on sait que ce soit nos enfants ou nos aînés, c'est très, très important pour notre municipalité. Donc, bon succès à vous. Et puis, je vous souhaite plein de plaisir. Fait que probablement qu'on ne sera pas là à tous les lundis soirs, hein? Il y a des bonnes émissions le lundi soir. Merci à vous. Merci, Mme Diane, c'est bon mot. D'autres questions, commentaires? S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais passer au point 6, correspondance du mois d'octobre 2017. Donc, vous avez reçu l'ensemble des correspondances du mois d'octobre. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires en regard de ces correspondances? Non, il n'y a rien qui m'a accroché.
Si on n'a pas de commentaires, on va passer au point 7, donc administration générale et gestion financière. 7.1, donc évidemment, je l'ai mentionné, ça fait un certain temps qu'on n'a pas siégé, donc on a 3 points qui concernent les listes des comptes à payer. Le premier étant la liste des comptes au 16 octobre. Donc, je pense que M. Égide, vous avez fait la vérification de ces différentes listes-là. Alors, vous en avez pris connaissance, l'ensemble des élus. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire une proposition. M. Égide, pour celle du 16 octobre, vous êtes appuyé par Mme Sarah-Josée. Merci. 7.2, la liste des comptes au 6 novembre. Donc, vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions en regard de cette liste-là? S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vais prendre une proposition pour en faire l'acceptation. Propos. Monsieur Richard, vous en faites la proposition. Madame Sylvie, vous appuyez. Je vous ai amené au point 7.3, la liste des comptes au 20 novembre. Donc, vous avez également reçu cette correspondance-là, ce document-là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en regard de cette liste-là? Si vous n'avez pas de questions ou commentaires, je vais prendre une proposition pour en faire l'acceptation. Monsieur Michel, proposé, appuyé de Monsieur Normand. Merci. 7.4, Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, versement de la contribution financière de la Ville d'Amqui pour l'année 2017 et promotion du temps des fêtes, la Matapédia, mon centre d'achat. Monsieur le directeur général? Oui, en fait, c'est pour confirmer, au niveau administratif, c'est des sommes qui avaient été prévues dans le cadre du budget 2017, c'est-à-dire une participation à la permanence au niveau de la Chambre de commerce de la MRC Matapédia, au montant de 10 000 laquelle s'ajoute une somme de 3 000 concernant l'ensemble de la promotion du temps des fêtes. Donc, des questions, des commentaires du côté des élus? Donc, on a eu l'occasion de discuter de cette proposition-là antérieurement. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'une proposition pour... Bien, c'est une entente. C'est un renouvellement d'entente. C'est comme les années antérieures, en fait. C'est ça. Propos. Monsieur Richard, vous en faites la proposition, appuyé par Monsieur Égide. Merci. 7.5, demande de diffusion Mordicus Incorporé, participation financière de la Ville d'Amqui pour l'année 2018. Monsieur le directeur général? Oui, malgré le fait qu'on est lié par des ententes, effectivement, on dépose à la Ville d'Amqui la demande de diffusion Mordicus concernant la subvention de base au fonctionnement pour la prochaine année, qui est au montant de 84 836,50. Ça concerne en 3 volets, en fait. Ça concerne une somme à être versée pour la permanence au niveau de la diffusion Mordicus, c'est-à-dire la personne qui travaille là sur une base annuelle. Dans le fait, c'est le coût d'une permanence. On a également un fonds spécial pour le renouvellement des équipements et une allocation versée à diffusion Mordicus pour payer la commission scolaire l'utilisation de la salle pour l'année 2018. Donc, c'est issu d'un protocole qui a été... Bon, c'est une longue histoire. La salle de spectacle, c'était commencé avec la Ville, le Codec et la commission scolaire et c'était modifié par la suite par des ententes. En tout cas, il y a des ententes qui ont eu lieu en 2011. Il y a eu une entente modifiée en 2014 suite au fait que le Codec a changé de nom pour diffusion Mordicus. Donc, il faudrait confirmer nos contributions pour l'année 2018. Donc, vous avez tenu les chiffres, sont conformes à l'entente? Oui, monsieur? effectivement, oui. Donc, des questions, des commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition pour assurer le paiement là, relatif à cette entente-là. Proposé par Mme Sylvie, appuyé par Mme Sarah. Pardon. 7.6. Travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, des comptes progressifs des coûts numéro 1 et 2 pour acceptation, Monsieur le directeur général. Oui, vous avez devant vous, en fait, là, les deux décomptes. Hein. Le premier décompte pour les travaux qui ont été exécutés dans le secteur de Place Lévesque pour la période se terminant
le 26 octobre au montant de 82 806 et un deuxième décompte pour les travaux jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire du 27 octobre au 15 novembre. Il y a une recommandation de paiement des ingénieurs au montant de 244 811,26. Il faut se rappeler que dans ce dossier-là, ce qui a retardé l'exécution du contrat, c'est l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et là, les travaux sont terminés là, pour l'hiver, sont repris au printemps. Il faut se rappeler que le réseau d'égouts est non fonctionnel. Il va être fonctionnel seulement en 2018, ce qui va rester à faire. Autrement dit, les travaux au niveau de la pose de services au niveau des rues, c'est terminé. Il va rester à faire la fondation finale de la rue et le pavage, et également que les gens du secteur Place-Lévesque viennent se brancher au niveau des réseaux. Donc, il était convenu de procéder à l'automne plutôt que de reporter au printemps Oui, parce pour qu'on avait... déjà amorcer les travaux. En fait, on a un autre point à 7.9 parce qu'on n'avait pas de garantie du report complet de la subvention pour l'année 2018. C'est la raison pour laquelle la Ville a donné son accord pour une autorisation partielle des travaux en 2017 pour le début des travaux. D'accord. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Monsieur Égide, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. 7.7, dépenses du fonds de roulement pour affectation. En fait, c'est vraiment administratif. On n'a pas le document, là. C'est que on a trois dépenses qui sont financées par... En fait, la Ville a différents fonds, là, un fonds de stationnement, un fonds de roulement, un fonds d'investissement. Et on a un fonds de roulement qui sert, contrairement à l'entreprise privée, en fait, c'est l'équivalent d'un compte d'épargne qui sert uniquement à l'acquisition d'immobilisation. C'est pas pour le roulement de la Ville d'Amqui. Et annuellement, on doit budgéter les sommes qu'on emprunte au fonds de roulement pour maintenir notre fonds de roulement et notre capacité dans le temps à faire des immobilisations dans ce fonds-là. En fait, on a un fonds de roulement accumulé au niveau de la Ville d'Amqui à des fins d'immobilisation pour un montant total de 1 million de dollars et on emprunte annuellement environ 200 000 dollars pour faire des immobilisations dans l'année. Et on paye aussi une dette annuelle pour enflouer ce fonds de roulement-là à l'intérieur du budget. Donc, la mécanique, vous allez la connaître très bientôt officiellement dans le cadre du budget. On a trois dépenses là, qui totalisent 54 369,43, notamment pour la route verte, la poursuite de la piste cyclable ici, dans le parc Marcel Rioux, de l'autre bord de l'Hôtel de Ville, au montant de 38 000. 38 573,96 et deux factures qui avaient déjà été payées, là, une concernant, là, C'est de ma faute. excusez, on a un petit problème technique, ça va là. Une qui concerne, entre autres, l'éclairage du curling au montant de 9 268,66. Ces travaux ont été réalisés cette année. Et une autre concernant l'acquisition d'un coupe-bordure pour la glace à l'Arena au montant de 6 526. C'est administratif, c'est purement administratif. Donc, quelqu'un pour proposer? Monsieur Michel, appuyé par Monsieur Richard. Merci. 7.8, Caisse des Jardins, Vallée d'Amatapédia, désignation des signataires des effets bancaires. Évidemment, avec les changements qui, au niveau municipal, quasiment dans l'ensemble du Québec, il faut modifier nos signataires des effets bancaires. Alors, c'est d'usage de le faire à ce moment-ci, vous, Monsieur le maire et moi-même. Alors, une proposition. Je propose. Monsieur Normand, appuyé par Madame Sarah. Merci. Point 8, ressources humaines et technologies de l'information, aucun point. Point 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, On fermeture. avait 7, 9. 7-9. Vous avez tout à fait raison. Je m'en excuse. Pourtant, on a encore du temps. Je m'excuse. Oui, on va prendre le temps de traiter 7.9, effectivement. Bon, en fait, on avait commencé tout à l'heure, ça concerne notre dossier de Place-Lévesque. C'est un dossier à l'intérieur duquel Place-Lévesque, on avait demandé
le rapport de travaux pour l'année 2018 à 100%. Et comme on n'a pas eu de réponse finale, on a plus que 100 municipalités au Québec qui ont demandé des rapports d'aide financière. Au niveau du provincial, c'était correct. Au niveau du fédéral, seulement qu'une partie, on a eu une confirmation. Donc, ce que l'UMQ nous a demandé, c'est effectivement de toutes les municipalités qui ont encore des projets qui ne sont pas confirmés à 100%, de faire parvenir une résolution. Dans le cadre du programme FET2, là, c'est le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. C'est le fonds qui nous a permis, entre autres, de faire des travaux autant dans la place Lévesque que la rue Roy de l'École Caron, que les rues Normand-Nord, Normand-Sud, les rues Alexis. Il m'en manque une, je crois, là, en tout cas. Ça fait Côté que du ça- camping, peut-être? Non? Non. Non, pas du tout. C'est un autre, C'est un autre OK. fonds. D'accord. Alors, quelqu'un pour en faire une proposition de prolonger? Monsieur Gilles, appuyé par Monsieur Michel. Merci. Alors, je passe le point 8. Point 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, fermeture temporaire d'une partie de la rue Gagnon. Donc, prolongation de cette entente. Monsieur Stéphane? Oui. Oui? Oui, on a eu une demande là, de l'entrepreneur Audace qui font les travaux là, à la pharmacie. Donc, il aimerait là, pouvoir prolonger la fermeture de la route de la rue Gagnon jusqu'au 22 décembre. Il nous explique dans sa demande qu'ils ont eu des retards là, à cause des gens d'Hydro-Québec. Là. Il y avait un poteau à déplacer, là, des lignes électriques à déplacer, puis Hydro-Québec, là, ils ont reporté à 2-3 fois la date. Donc, ils ont pris du retard, puis ils voudraient là, prolonger la date, qui se terminait à fin novembre, hein, présentement. Donc, là, ils veulent prolonger environ d'1 mois, jusqu'au 22 décembre. Donc, dans la mesure où on a une démarche de prolongation, on s'assure de la sécurité là, Oui, c'est ça. des Je vais lieux prendre pour, contact là, avec M. Éric de l'entreprise Audace là, pour s'occuper de l'entretien et de la sécurité. Là. parce qu'on ferme la rue, mais on maintient un passage piétonnier, là, qui est le Oui, défi là, exact. au niveau de cette entente-là. Alors, voilà. Quelqu'un en faire la proposition? Monsieur Gilles, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 9.2, ajout d'une lampe de rue Harry Boulian, autorisation. Monsieur Stéphane? Oui, on a eu une demande là, d'un résident du rang Saint-Paul pour l'ajout d'une lampe de rue coin Harry Boulian et Saint-Paul. Là, pour situer le monde, c'est presque en face du chemin d'accès à la carrière. Là, peut passer la route Mercier. Donc, il n'y a pas de lumière dans ce coin-là, puis c'est quand même un coin de rue. Là, c'est justifié d'avoir une lampe de rue dans ce coin-là. Donc, c'est pour m'autoriser à faire des demandes auprès d'Hydro-Québec. Donc, rue Harry Boulian, quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Silly, vous êtes appuyée par? J'appuie. Monsieur Richard, merci. 9.3, acquisition de gré à gré, achat d'un radar, afficheur de vitesse, Monsieur Stéphane. Oui, un afficheur de vitesse ou un radar pédagogique, dans le fond. Suite à de nombreuses plaintes qu'on a là, de la vitesse excessive dans les rues de la ville, un des bons moyens, c'est de sensibiliser les automobilistes, dans le fond, avec un afficheur de vitesse. Donc, on installe ça sur des poteaux dans les rues ciblées, puis ça sensibilise le monde à la vitesse. Ça affiche la vitesse qui roule. Donc, c'est bon dans ce sens-là. Ce qu'ils nous recommandent, c'est de le déplacer assez souvent pour pas que les gens s'habituent au radar. Puis, ce qui est bon dans ce système-là, c'est qu'il y a des enregistreurs. Donc, ça peut nous permettre de savoir là, quelles heures que c'est plus achalandé ou que les vitesses sont plus élevées. Puis, ça peut aider là, quand on va faire des demandes auprès de la Sûreté du Québec. Bien, ça les enligne, ça les oriente un petit peu, là, justement, à quelle heure ou quel secteur surveiller. Là. Fait que, on a eu 2 propositions. J'ai réussi à avoir une deuxième proposition aujourd'hui. La deuxième, est-ce que je l'ai là? C'est avec la compagnie Signalisation Qualitech, là.
ça serait pour un montant de 4 920 avant taxe. Donc, on continue la cohabitation voiture et piéton, vélo, donc en ayant des stratégies, on se donne des outils là, pour s'assurer qu'on réduit la vitesse. Là. On vient favoriser la cohabitation. Oui, c'est ça. C'est un peu en complémentaire là, avec tout ce qu'on avait comme projet à pied, à vélo aussi. Là. Richard avait fait partie, Jonathan. OK. Donc, Très bien, très oui. bien. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Égide, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. « 9.4 Servitude d'élargissement d'accotement dans le rang Saint-Joseph. Madame ou monsieur? C'est toi qui y vas. est-ce que tu veux que j'y aille? Oui, sûr. Suite aux travaux dans le rang Saint-Joseph, la hauteur là, d'un ponceau, là, juste en bas de la Grande Côte, on va dire, quand on prend le rang Saint-Joseph du côté de la Grande Ligne. Suite aux travaux, ça a amené à surélever un peu le chemin pour faire une bonne fondation. Donc, ce qui a amené une assiette là, de chemin un petit peu rétrécie. Puis, dans ce secteur-là, la route était décalée d'un côté, là, du côté du lac Castonguay, ce qu'on peut dire. Puis, avoir essayé de tout replacer le chemin au milieu de l'emprise, là, ça aurait été très coûteux. Donc, les travaux avaient été faits comme ça cet été, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'accotements, même il y a eu un accident. Donc, ça nous a été demandé là, d'élargir les accotements pour avoir une surface roulable un petit peu plus large. Ce qui nous emmène à utiliser une partie de terrain en dehors de l'emprise. C'est pas une partie de terrain qui est utilisée présentement pour les cultures, là, ce qui se fait dans le domaine agricole dans ce coin-là. Il y a une ligne de poteau de téléphone. On reste à l'intérieur des lignes du poteau de téléphone. Donc, ça fait pas de... Les gens ne perdent pas de terrain utilisable, sauf que nous, ça nous emmène à faire du remblai sur un terrain qui n'est pas à nous. Donc, il faut acquérir une servitude là, pour être en loi. Donc, c'est une partie d'environ 200 mètres par 1,4 mètres. Ça veut dire à peu près 5 pieds de large. Fait que le fossé... ça ne touchera pas au fossé. Le fossé va rester quand même à la même place. C'est juste qu'on va mettre un peu de terre un petit peu en dehors de notre emprise à nous. On a contacté, là, les propriétaires, dans le fond, c'est la ferme Beaucoco. On a pris une entente avec, c'est Mme Marie-Christine. Elle est d'accord avec ça pour les questions de sécurité. Donc, on a déjà une autorisation signée entre nous, puis on s'engage à aller là, sur le notaire pour signer la servitude officiellement. Alors, c'est l'objet du point à l'ordre du jour, c'est d'avoir une proposition pour permettre la signature devant le notaire. Alors, en passant, on remercie la collaboration de Mme Marie-Christine dans ce dossier-là, qui a été facilitante pour s'assurer là, qu'on améliore la sécurité de circulation dans le rang Saint-Joseph. Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition pour la désignation des signataires. Monsieur Égide, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. On ne les a pas nommés, par exemple, Marie? Au point 10, C'est peut-être Ça juste va, pour madame? préciser les signataires. Alors, Oui, ça va être oui, vous, monsieur oui. le maire, ainsi que c'est moi. vrai, c'est implicite, mais voilà. Hein? Ouais, Donc, les exactement. signataires étant le maire et Mme Lagraffière. Voilà. Au point 10, 10.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'urbanisme du 19 octobre. Donc, c'est pour information. Les élus, vous avez reçu ce procès-verbal-là. Donc, par la suite des points, évidemment, il y a un certain nombre de règlements. Il y a quelques demandes de dérogation mineures, mais pour plusieurs, c'est en lien avec la séance de consultation publique qu'on a tenue en début de soirée. Alors, je vais faire l'intitulé. Je pense que vous allez prendre la relève, Mme Lagraffière. Exactement. Alors, en point 10.2, règlement numéro 817-17, modifiant le règlement de zonage 613-05. Donc, adoption du second projet de règlement. Alors, concernant ce second projet de règlement-là, tantôt, M. Denis l'a bien expliqué, mais peut-être pour repréciser
Le premier projet de règlement est soumis à la consultation populaire en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter pour la tenue d'un référendum ou non. Alors, c'est à la référence que M. Bertin faisait référence. Ou un avis public va paraître la semaine prochaine dans l'avant-poste pour des référendums. Ce règlement-là vise, le règlement 817-17 vise à déplacer les dispositions portant sur les dimensions des maisons mobiles. Je fais vraiment un résumé de ne plus exiger que les maisons mobiles aient un rapport largeur-longueur, d'augmenter de 70 à 80 par rapport au bâtiment principal à la superficie maximale de certains bâtiments accessoires amenant un bâtiment complémentaire, de modifier les calculs établissant la superficie maximale. J'ai perdu ma feuille, excusez-moi. De modifier les calculs établissant la superficie maximale de certains bâtiments complémentaires par rapport aux superficies de bâtiments principaux et du terrain, de manière à ce qu'ils s'appliquent pour chacun des bâtiments complémentaires et non plus pour l'ensemble de ceux-ci, ainsi que d'augmenter ce rapport de 8 à 10 de réduire de 20 la marge de recul avant sur une rue secondaire pour certains bâtiments accessoires implantés sur un terrain d'angle, d'abroger les dispositions spécifiques portant sur la marge arrière des maisons mobiles, de permettre que les terrasses au sol non couvertes de moins de 30 cm de haut n'aient pas de distance minimale par rapport aux autres bâtiments, d'autoriser la classe d'usage d'habitation 13, habitation dans un bâtiment à usage mixte, ainsi que l'usage 74-24, centre récréatif en général dans la zone 166 HC. Tantôt, juste pour faire une précision, concernant cet usage, c'est plutôt la maison des familles et non le bâtiment de personnes aînées que M. Denis a fait référence. C'est vraiment pour la maison des familles que la modification réglementaire est faite. Et vu qu'il s'est rendu un centre récréatif dans un local précis d'un bâtiment. Oui, C'est municipal. Exactement, c'est le projet de l'office municipal où probablement certaines familles ont l'occasion de s'y rendre déjà. Et d'autoriser la classe d'usage habitation 1, habitation unifamiliale isolée dans la zone 305 AF. Finalement, d'ajuster sans en changer le fond la formulation de plusieurs notes de référence afin d'être d'avoir une logique puis d'être précis. Alors, aujourd'hui, c'est d'adopter le second projet de règlement numéro 817-17 qui modifie le règlement de zonage numéro 613-05. Alors, je demanderai une proposition puis un appui pour l'adoption de ce second projet de règlement numéro 817-17. Je propose ça. Proposé par M. Normand, appuyé par Mme Sylvie. 10.3, règlement numéro 819-17, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12, adoption du second projet de règlement. Alors, le règlement sur les usages conditionnels a été adopté le 7 mai 2012 et est entré en vigueur le 13 juin 2012 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal désire autoriser sous certaines conditions précises la circulation de camions et de véhicules lourds à travers un secteur résidentiel pour régler une problématique d'accès à un terrain, on pense plus précisément au chemin du Golfe, ainsi que permettre la transformation de produits alimentaires dans un secteur où la pratique d'une telle activité est confrontée à des problématiques de cohabitation, d'usage et d'accès au terrain. Alors, ce second projet de règlement vise ces deux problématiques. Considérant que suite à l'adoption du premier projet de règlement, il a été jugé opportun de limiter l'usage conditionnel lié à la transformation alimentaire à titre d'usage complémentaire à une résidence et d'ajuster les critères applicables en conséquence. Et le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 130 de la loi. Et l'avis public va paraître la semaine prochaine dans l'avant-poste à ce sujet-là. Alors, je demande un proposeur, un appuyeur pour adopter le second projet de règlement numéro 819-17, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12. Alors, quelqu'un pour proposer? M. Gide, appuyé par M. Michel. Merci. Donc, 10.4. Règlement numéro 823-17, modifiant le règlement de zonage 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Règlement 611-05,
Adoption du second projet de règlement. Considérant que le conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification. Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage de manière à permettre l'implantation d'un complexe résidentiel pour personnes retraitées sur un terrain situé dans des zones où cet usage n'est actuellement pas autorisé. Considérant que le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal a jugé opportun d'insérer dans le second projet des usages spécifiques à la garde d'enfants dans la zone 182 HC, alors la nouvelle zone qui est créée. Considérant que le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 130 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, il y a un avis public dans l'avant-poste qui va paraître la semaine prochaine concernant ce second projet de règlement. Afin qu'il soit adopté ce soir, c'est le règlement numéro 823-17 qui modifie le règlement de zonage numéro 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Alors, quelqu'un pour appuyer ce projet-là? Appuyé, Monsieur le maire. Monsieur Égide, vous proposez, vous êtes Proposé. appuyé par Madame Sarah. Merci. 10.5, règlement numéro 824-17, modifiant le règlement de zonage 613-05, adoption du second projet de règlement. Le conseil municipal juge opportun d'améliorer l'encadrement concernant les centres pour personnes en difficulté. Le conseil municipal a également soumis un premier projet de règlement à la consultation de la population et la disposition de l'article 4 du premier projet de règlement qui concerne les services de réadaptation et de réinsertion sociale basés sur la vie à la ferme, ainsi qu'une zone où devait être autorisé l'usage spécifique maison pour personnes en difficulté sont retirés. Alors, c'est ce qui était en rouge dans le PowerPoint qui a été présenté plus tôt. Considérant que le conseil municipal doit soumettre un second projet le second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 132 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on demande une proposition puis un appuyeur afin que le second projet de règlement numéro 824-17 qui modifie le règlement de zonage soit adopté. Pour proposer, Propose. Monsieur Richard. Madame Sylvie, en appui. Merci. 10.6, règlement numéro 825-17, modifiant le règlement de zonage 613-05. Donc, c'est un avis de motion qu'on a besoin. Exactement. On avait donné un mandat précédemment au service d'aménagement et d'urbanisme afin de modifier le plan d'urbanisme de manière à permettre dans la zone 311 IB, la zone constituée d'une partie des terrains situés entre la rivière Omkoui, le rang Saint-Paul et la route Mercier, où on retrouve plus particulièrement l'écosite d'Amkoui, l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage lorsqu'associé à l'usage 4879, autres activités de récupération et triage. C'est pour permettre les conteneurs à cet endroit. Et autoriser, dans un autre ordre d'idée, autoriser les résidences bifamiliales isolées dans la zone 135 CC, zone essentiellement constituée des terrains commerciaux situés à proximité de l'intersection du boulevard Saint-Benoît et de l'avenue Gaétard-Chambault, et où on retrouve notamment les épiceries, la place Saint-Benoît ainsi que la librairie d'Amkoui. Et en troisième lieu, d'augmenter de 7 à 8 mètres la largeur maximale des allées d'accès double traversant un fossé de drainage des rues pour les résidences situées en milieu urbain et comprises dans les classes d'usage d'habitation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 17. Donc, j'ai besoin d'un avis de motion. Quelqu'un faire un avis de motion sur cet élément-là? Donne avis de motion, monsieur le maire. Monsieur Égide, merci. 10.7, règlement 825-17, modifiant le règlement de zonage 613-05, adoption du premier projet de règlement. Donc, c'est en lien avec l'avis de motion. Exactement, c'est le même contenu que je viens de vous lire. Alors, ça vise ces trois objectifs-là. Peut-être juste pour vous faire un petit résumé, permettre les conteneurs dans la section où l'écosite est actuellement situé, autoriser les résidences bifamiliales dans la zone 135 CC, plus particulièrement dans la zone
où on retrouve les épiceries et la place Saint-Benoît, et d'augmenter de 7 à 8 mètres la largeur maximale des allées d'accès double traversant un fossé de traînage dans un milieu urbain. C'est ce que vise ce premier projet de règlement. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. Proposée par M. Gilles. Vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. On va changer de thème. Demande de dérogation mineure sur le lot 365-273 du cadastre du Québec, situé au 2 rue Valmont. Exactement. La demande de dérogation mineure vise à régulariser la localisation d'une galerie située à plus ou moins 0,65 mètres de la limite latérale, alors que l'article 7.5.2 du règlement de zonage prévoit une distance minimale de 1,2 mètre de la limite de propriété. Donc, Le CCU, je vais juste Oui. terminer. Le CCU, après avoir analysé cette demande, le CCU, qui est le comité consultatif d'urbanisme, recommande au conseil municipal d'accepter la conservation de la galerie malgré qu'elle soit dérogatoire afin de régulariser la situation. vous vous souvenez du dossier, Mme Sarah-Josée? Vous allez en faire la proposition? Et vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. Je préciser que Mme Sarah-Josée, qui est maintenant conseillère, siégeait au niveau du CCU. C'est la raison pour laquelle je l'ai interpellée dans le cadre de ce dossier-là. Voilà. 10.8, demande de dérogation, 10.9, demande de dérogation mineure, lot 4 091 087 du cadastre du Québec, situé au 144 avenue de la Fabrique. La demande de dérogation mineure vise à régulariser le positionnement de l'allée d'accès et du stationnement qui sont situés à moins de 1 mètre de la limite latérale gauche, alors que le règlement de zonage prévoit qu'elles doivent être localisées à 1 mètre de la limite latérale. Alors, après avoir étudié la demande, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser l'aménagement d'une allée d'accès ainsi qu'un stationnement à moins de 1 mètre de la limite latérale, malgré que ça ne respecte pas la réglementation, parce que physiquement, c'est ce qui est le plus simple à respecter dans la situation, dans l'environnement surtout. Donc, quelqu'un fait la proposition. Je propose. Monsieur Richard, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 10.10, demande de dérogation mineure, lot 365-545 et 365-546 du cadastre du Québec, situé au 81 rue des Forges. Monsieur le maire, si vous permettez, apparence de conflit d'intérêt, étant donné que c'est ma sœur Louise et son conjoint Francis, mon beau-frère. Fait que je vais m'abstenir de toute proposition. Donc, vous Et ne participerez commentaires. pas aux discussions ni au vote et simplement rappeler que ce dossier-là a été également discuté en comité de travail, pardon, et que M. Boulian, lorsqu'on a traité du sujet, s'est retiré. Donc, merci, M. Boulian. Madame Lagraffière. Alors, après discussion lors de la rencontre en comité, il a été convenu de reporter cette demande de dérogation mineure afin de davantage se positionner, puisqu'il s'agit d'une demande de dérogation mineure qui vise différents stationnements, puis les élus ont convenu qu'il manquait de l'information pour prendre une décision éclairée ce soir. Alors, il va y avoir un nouvel avis public qui va être transmis et d'ici là, les élus vont pouvoir davantage se positionner sur ce dossier, sur cette demande de dérogation mineure. Dans le fond, ce qu'on recherche, c'est des solutions justes et équitables là, pour l'ensemble des dossiers similaires qu'on a eu l'occasion de traiter antérieurement. C'est l'idée du rapport là, de cette demande. Merci, Madame Lagraffière. 10.11, demande de dérogation mineure, lot 365-213 du cadastre du Québec, situé au 76 rue Chamberlain. Alors, cette demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire à plus ou moins 6 mètres de la limite de l'emprise de la rue des Vétérans, alors que l'article 6.4.1 du règlement de zonage prévoit une distance de 13,5 mètres. Après avoir étudié cette demande, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la construction du garage résidentiel à 6 mètres de la limite de l'emprise de la rue des Vétérans, puisque les possibilités de construction de résidences pour ce secteur sont faibles.
Donc, j'ai besoin de quelqu'un me faire la proposition. Propose. Monsieur Richard, vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Égide. Merci. 10.12, demande de dérogation mineure, lot 3, 164, 812 et 4, 916, 906 du cadastre du Québec, situé au 125 avenue du Parc. Cette demande de dérogation mineure vise à régulariser la localisation d'une remise qui est existante, située en cours avant secondaire et dont la marge de recul avant est de 3,20 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit que les bâtiments accessoires de type garage remise sont autorisés seulement dans les cours latérales et arrière, et que la marge de recul avant minimale requise est de 6 mètres. Après avoir étudié cette demande, le CCU recommande d'accepter la localisation du bâtiment accessoire existant afin de régulariser la situation dérogatoire, puisqu'ils conviennent qu'il n'y a aucun inconvénient étant donné sa dimension et la présence d'une haie de cèdre. Est-ce que les modifications qu'on apporte ce soir vont nous éviter cette situation-là? On est justement dans un croisé où c'est la problématique latérale façade. Là. Donc, on est sur un coin de rue. Là. En passant, là. C'est un des éléments là, que les modifications au règlement de ce soir vont nous permettre de traiter directement. Alors, voilà. Exactement, les règlements numéro 815 à 819 qui visent, quand tantôt M. Denis présentait les modifications réglementaires qui disaient qu'il y avait eu sujets divers, mais ça fait partie des sujets divers. Donc, voilà, quelqu'un pourra en faire la proposition. Madame Sylvie, appuyée par Madame Sarah. Merci. 10.13, on y revient. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 61705, lot 3 165 424 du cadastre du Québec, situé au 38 rue Normand-Sud, projet d'agrandissement du bâtiment principal. Considérant que la demande vise à autoriser la construction d'un agrandissement de 2,13 mètres par 5,91 mètres en cour latérale gauche pour le bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'agrandissement a pour but d'agrandir l'espace habitable au rez-de-chaussée, considérant que l'agrandissement sera construit sur des pieux vissés, considérant que le bâtiment principal et l'agrandissement seront recouverts d'un parement de canaxiel et que la toiture sera recouverte en bardeaux d'asphalte, considérant que la demande respecte les objectifs et les critères prévus à l'article 3.3.3 du règlement sur les PIA. Après avoir étudié la demande, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter les travaux d'agrandissement de la résidence située au 38 rue Normand-Sud et je vous réfère aux photos puis aux documents qui ont été déposés à l'appui de cette demande. C'est donc quelqu'un va en faire la proposition. Je propose. Monsieur Normand, appuyé par Monsieur Michel à l'autre bout. Oui. Merci. Je l'ai trouvé. 10.14, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, les lots 3 166-037 et 3 166-038 du cadastre du Québec, situé au 95 rue des Biens, projet d'agrandissement du bâtiment principal. Exactement. Alors, le propriétaire demande, la demande vise à autoriser la construction d'un agrandissement majeur de 508,75 mètres carrés en cour avant et en cour arrière pour le bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que le 95 rue des Biens et le manoir des Pignons accueillent actuellement des personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Considérant que l'objectif du règlement sur les PIA, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un projet d'agrandissement, vise à maintenir une unité architecturale de l'ensemble du bâtiment. Considérant que le projet d'agrandissement, qui est actuellement l'endroit où se situe la villa, et où sera une ressource intermédiaire pour des personnes âgées non autonomes. Considérant que le propriétaire demande que le bâtiment principal soit
de couleurs et d'agencements différents du manoir. Soit sur le manoir, on retrouve actuellement de la brique rose avec je vais dire un clabard, un parement blanc, alors que pour le projet qui souhaite faire l'agrandissement, ça va être du plein fibrociment et différents matériaux qui vont s'agencer ensemble selon les options qui nous ont été déposées. Considérant que la demande respecte les objectifs et les critères prévus aux articles du règlement sur les PIA, qui est le 3.1.3.2, il est proposé d'accepter le CCU et le conseil municipal. On a étudié cette demande-là en comité de travail. Le CCU recommande d'accepter les travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 95 rue des Biens sur les lots 3 166 037 et 3 166 038 du Cadastre du Québec. Donc, vous l'avez mentionné, ça a été présenté du côté du CCU et le Conseil a eu l'occasion de discuter de l'harmonisation des deux bâtiments. Donc, un bâtisse principal avec une passerelle entre les deux bâtiments pour situer le projet. Alors, bravo à M. Aspiro qui va poursuivre ses démarches dans un projet d'agrandissement. Je pense que c'est bon pour Amkoui, c'est bon pour la Matapédia. Donc, ceci étant, j'ai besoin d'une proposition pour donner suite à ce projet-là. Madame Sarah et appuyée de M. Michel. Merci. Voilà qui fait le tour du segment urbanisme pour ce soir. Point 11, développement économique, on n'a pas de sujet. Le point 12, loisirs et culture, nous n'avons pas de sujet. Le point 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. 14, représentation, congrès, formation, aucun sujet. Point 15, affaires nouvelles. Comme le temps va bien et qu'on s'était donné l'espace pour bien faire les choses, j'inviterais peut-être M. le directeur général à nous parler un petit peu du processus budgétaire, puis quelle est la particularité cette année en cadre de l'obligation de déposer un budget avant le 31 décembre, la particularité de cette année. Oui, en fait, lors d'une élection, les lois municipales permettent à la municipalité d'adopter, de reporter l'adoption du budget au plus tard le 31 janvier. Donc, c'est ce que nous allons faire, nous, cette année. On va, évidemment, avec 3 membres sur 7 au niveau du conseil municipal. À partir de demain, on va se consacrer à s'approprier le processus budgétaire ainsi que l'ensemble des grands dossiers ou des grands enjeux que la municipalité est confrontée, en fait. Et c'est ça. Donc, bon an, mal an, les élus consacraient environ une vingtaine d'heures demain à 25 heures de travail avant de déposer le budget final. Évidemment, le budget comporte 2 volets, l'opérationnel et le développement, ou les dépenses d'investissement, si vous voulez. On a fait, par exemple, cette année, de nombreux projets d'immobilisation au niveau des rangs. Saint-Guillaume, Saint-Joseph et Saint-Paul. On a également travaillé au niveau de Place-Lévesque. On a travaillé également dans un programme, parce qu'on était rendu admissible à un programme d'aide financière dans le cadre d'un FEPTE. C'est un programme qui est au niveau de l'eau potable et des eaux usées. Ça nous a permis de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a plusieurs rues, dont les rues Roy, Alexis, Normand-Nord, Normand-Sud, principalement. On a travaillé également sur le dossier du garage municipal, qui au départ était conçu pour un projet commun, garage municipal et caserne, qui a pris un autre virage dernièrement. Donc, on aura à se pencher sur ce dossier-là également, comme de nombreux autres. En fait, ce qui est envisagé à ce moment-ci, on va le confirmer prochainement. La date d'adoption du budget vers le 15 janvier, c'est-à-dire la première séance du mois de janvier 2018. Donc, c'est l'information qu'on voulait vous donner à ce moment-ci. Oui. Merci, Monsieur le directeur général. Comme on avait quelques minutes, je trouvais important d'apporter cette précision-là au niveau du processus particulier de cette année. Alors, je vous amènerai au point 16, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. Alors, s'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est bienvenu.
Bonsoir, messieurs et dames. Félicitations pour tous les élus et un bon mandat pour ces 4 années. La question que je me posais, moi, c'est au sujet du Château Bellevue. J'aimerais ça, moi, comme citoyen, avoir... je sais pas, vous trouvez que le projet est intéressant, mais est-ce que vous seriez prêt à le vendre aux citoyens, c'est-à-dire expliquer aux citoyens combien ça va nous coûter? Parce que par rapport à ça, l'année passée, moi, j'avais été à une réunion de promoteurs de maisons. Puis dans ce secteur-là, un petit peu au nord de la rue de la Fabrique, il manquait de pression d'eau. Puis à ce moment-là, la question que j'avais posée, c'est quoi? C'est-tu la chose de pression, la pompe de pression qui est défectueuse, ou ça coûterait combien? Puis M. Noël nous avait parlé d'un projet de 5-6 millions. Là, on parle d'un gros projet qui est situé plus haut, qui va peut-être être l'équivalent de peut-être d'une 50aine de maisons, je ne sais pas trop, là. Puis là, c'est quoi ça va te coûter pour amener les services-là? Puis l'autre chose aussi, c'est que présentement, y a-tu 3 services à ce bout-là? Y a-tu de l'égout? Y a-tu l'eau? Y a-tu les autres surfaces? Bon. Présentement, dans le secteur, il y a les aqueducs, égouts, puis il y a un pluvial, il y a du pluvial sur la rue Blanchette et sur l'avenue Gaétard-Chambault. Bon, je peux peut-être préciser, Stéphane, on a fait une réunion avec les élus, nous, dernièrement, moi et Antonin, qui est notre commissaire industriel, par rapport à l'ensemble du dossier, par rapport également à toutes les modifications requises au réseau, au pluriel, d'aqueducs et d'égouts. La Ville a déjà confié un mandat à un consultant, justement, au préalable, l'année passée, concernant l'état du balancement, l'état de notre réseau d'aqueducs en tant que tel et l'état de notre réseau. Qu'est-ce qui serait possible de faire en termes d'aménagement et d'investissement est-ce qu'on peut donner les services d'aqueducs et d'égouts pour le projet anticipé? La réponse, elle est excessivement technique, mais c'est possible. Au départ, on croyait qu'il fallait monter le réservoir plus haut, mais les modifications d'ingénierie ou les recommandations d'ingénierie nous ont poussé vers des modifications à notre réseau d'eau potable, c'est-à-dire le déplacement du suppresseur de la rue de la Fabrique tel qu'il est actuellement pour le déplacer à un autre endroit. Et ça a comme impact de minimiser les investissements. Actuellement, on a des consultants qui sont des ingénieurs qu'on a confié un mandat à la firme Tetra Tech suite à un appel d'offres qui sont en train de faire l'évaluation des coûts du projet. Lors de la rencontre qu'on a eue avec les membres du conseil municipal, évidemment, on pense être en mesure de réaliser ces investissements-là en même les produits ou les revenus de taxation. Donc, cet immeuble-là va payer des taxes, des montants relativement importants, et d'autant plus qu'il y a une partie des dépenses, quand on parle de déplacer le suppresseur du secteur à un autre endroit, ça veut dire qu'il y a une partie de ces dépenses-là qui pourrait être subventionnable dans le cadre d'un programme qui s'appelle la taxe sur l'essence Canada-Québec. La problématique qu'on vit au niveau de ce secteur, là également, c'est pour améliorer certaines défectuosités qu'on a actuellement au niveau du secteur de l'hôpital. Et quand on parle d'hôpital, actuellement, on a des problèmes d'amener d'eau potable au 3e étage. Donc, c'est pas spécifique pour le Château Bellevue. Il aurait fallu faire des investissements de toute façon pour régulariser la situation de pression d'eau à l'intérieur des gicleurs de l'hôpital. Donc, c'est une situation qui est réelle. Donc, si vous voulez de l'information, n'hésitez pas à venir me rencontrer. On a l'ensemble des données techniques et la Ville va connaître en début janvier les investissements qui sont envisagés ou qui seront nécessaires pour être en mesure de desservir adéquatement ce secteur-là, autant l'hôpital que le Château Bellevue.
Donc, en contrepartie, n'oubliez pas là, justement, il y a le revers de la médaille. D'un côté, il y a des investissements et en contrepartie, il y a des revenus de taxation qui viennent aussi se greffer à ça. Et de par notre en tout cas, d'après notre vision des choses, au moment où on se parle, on pense qu'on va être que les entrées de fonds vont être supérieures aux sorties de fonds. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de véhiculer des choses au moment où on se parle qui ne seraient pas fausses. Et, je pense que les informations financières vont être disponibles, là, faisant suite au dépôt des rapports d'ingénierie. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. OK. À ce moment-là, est-ce qu'on va avoir un estimé aussi du coût des travaux aussi? Parce qu'en même temps, c'est de la pierre aussi qui est dans ce coin-là. Là. Écoutez, je pense qu'il y a des ingénieurs qui sont très compétents. La firme on a été en appel d'offres pour des services professionnels pour avoir des gens spécialisés en la matière. Et les gens qui sont dans ce dossier-là, c'est des gens qui ont une grande expertise, qui connaissent même notre réseau d'aqueduc, parce que c'est eux autres qui ont fait... C'est eux qui ont fait la conception de notre réseau d'aqueduc au complet sur la 132 et sur la 195, de même sur notre puits numéro 4. C'est anciennement BPR, c'est Tetratec qui a eu la soumission la plus basse conforme. Est-ce qu'on peut penser que la Ville a demandé peut-être d'avoir un petit peu un minimum d'emploi local, par exemple, sur ce projet-là? Est-ce que le promoteur est ouvert à ça? Je vais reprendre le micro, si vous voulez bien. Pardon. Dans le fond, la Ville mène de front la modification réglementaire avec une démarche qui vient corriger des situations au niveau de l'aqueduc et d'égouts et, évidemment, de favoriser l'implantation de ce type de résidence-là dans le secteur. L'ancien conseil était unanime. Le nouveau conseil a eu l'occasion d'entendre ce projet-là avant même de se présenter en séance publique ce soir. L'impact que vous mentionnez au niveau de la sous-traitance, il a été adressé au promoteur, mais le promoteur également est un entrepreneur général. Il pourra, s'il le souhaite, venir intervenir en regard de cette situation puisqu'il est présent dans la salle. Mais ceci étant dit, la capacité de réaliser une construction de cette importance-là dans un délai court, ça suppose une disponibilité de main-d'œuvre importante sur une courte période. Alors, pour l'élément des sous-traitances, mais l'ensemble des éléments liés aux impacts sur l'immobilier, sur la création d'emplois, tout ça, actuellement, on est dans une démarche où on a travaillé à faire le point avec les élus nouvellement nommés. Mais c'est clair que lorsqu'on va parler de coûts et tout ça, on pourra revenir au niveau d'informations plus précises. Mais c'est un projet qui est extrêmement positif et pour Amkoui et pour la Matapédia. D'ailleurs, la Matapédia, le Conseil des maires a donné un appui favorable à ce projet-là. On n'a pas toutes les données financières, mais on est convaincu que c'est une valeur ajoutée aux gens qui habitent dans la Matapédia. Alors, ce soir, on peut poursuivre la discussion, mais je pense qu'il faut avancer en regard des différentes démarches. Et le promoteur s'attend aussi qu'on soit en mode proactif pour qu'il ne se retrouve pas à un moment donné devant une situation qui n'est pas en mesure de donner suite à ce projet-là. Évidemment, il faut que ça avance, c'est sûr. Alors, on essaie de travailler ces projets-là avec le promoteur, avec les citoyens qui sont touchés par la modification du règlement et avec la capacité, lorsqu'on réalisera ce projet-là, d'aller chercher un maximum de retombées dans le cadre de faire travailler des gens du milieu. Ça ne veut pas dire nécessairement systématiquement avoir recours à de la sous-traitance, mais de permettre à des travailleurs de la Matapédia de travailler dans la construction de ce projet-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bouchard. D'autres commentaires ou questions? C'est une petite question par rapport... mon nom, c'est René Lamar, résident d'Amkoui. Félicitations aux nouveaux membres du conseil et les anciens. Vous avez employé souvent dans vos projets de règlement usage spécifique de maisons pour personnes en difficulté. Oui. Est-ce que vous parlez de RI, de résidence privée ou de foyer? C'est quoi? Je peux m'avancer, Mme Lacapierre, vous pouvez reprendre, mais
c'est pas des situations de RI, c'est pas une question d'âge, c'est des gens qui vivent, je vais utiliser le terme de détresse psychologique, là, je pourrais utiliser d'autres termes, mais c'est des gens qui font face à des défis de vie, qui sont confrontés à des situations de dépendance ou de cette nature-là. Alors, ce qu'on a voulu, dans le fond, c'est de s'assurer qu'on éloigne ce type de résidence-là des, comme il a été mentionné, des écoles, des garderies, etc. OK. Donc, c'est pas associé à des personnes âgées ou à des déficiences intellectuelles ou physiques, mais c'est bien des gens qui sont confrontés à un défi de vie là, en regard, par exemple, d'une dépendance. OK. Voilà. Pas comme Parkinson et Alzheimer. Non, pas du tout. Pas ça, du tout. Il n'y a pas question de ça. Là. Je ne sais pas si je ramasse bien, Madame la greffière. On peut utiliser un autre terme, peut-être. Mais... C'est la même compréhension que j'en ai de vous, Monsieur le maire. Bon, mais c'est bien. J'ai compris. Merci. Merci, Monsieur le maire. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, oui. Ah, on va voir le visage. Je n'ai pas osé vous interpeller, mais je l'ai fait par indirect. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Grégoire Turcotte, copropriétaire des Châteaux Bellevue. Je voulais juste préciser, depuis plusieurs mois qu'on travaille le dossier, peut-être répondre à des questions que le monde s'inquiète. On avait déjà rencontré, on nous avait organisé une rencontre avec des sous-traitants qui pourraient travailler au projet. Présentement, on ne fait que préparer l'arrivée du projet et c'est tous des sous-traitants de la place qui fait les travaux. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire travailler le maximum de monde. On vous l'a tout le temps dit, on l'a dit dans les présentations. On est venu faire d'autres présentations, on a dit on va faire le maximum faire travailler le monde, sauf que vous avez dit une bonne réponse tantôt. Il y a des travaux qu'il faut qu'ils se fassent dans une certaine période et il y a des sous-traitants locaux qui ont 4 hommes, donc ça en prend 8. Donc, c'est le petit bout que je disais que c'était plus compliqué pour certains employeurs locaux de pouvoir travailler, de prendre des contrats-là. Donc, ce monde-là auront à travailler en sous-traitance, des sous-traitants probablement, pour faire certaines disciplines. Merci, M. Turcotte, et merci de vous être déplacé pour la séance d'information publique de ce soir. Je pense qu'il y avait des questions. Vous auriez été en mesure là, de commenter. Alors, merci de votre intervention. Alors, oui, vous pouvez venir au micro, M. Lamar, pour adresser votre question. Ça sera une dernière intervention, si on veut conclure. Moi, c'est une intervention. En même temps, Oui. il pourra donner une réponse. C'est-tu vrai qu'il va y avoir une prochaine réunion le 5 décembre pour le Château Bellevue? C'était dans l'avant-poste, c'était annoncé en termes d'information, mais ça s'adresse évidemment. L'idée, là, quand on dit que tous les travaux se mènent de front, bien, le promoteur avance dans son projet de s'assurer qu'il est capable de remplir ses appartements. Alors, toute réserve, là, je ne sais pas si vous voulez commenter, mais l'idée, ça s'adresse aux gens qui souhaitent avoir accès à ce type d'hébergement-là. Ah, OK, c'est Alors, bien. c'est l'idée là, de montrer les services qui sont offerts, mais évidemment, c'est en parallèle avec les autres démarches. Mais celle-ci, c'est toute réserve, mais elle vise à C'est pour les personnes intéressées. Là. à intéresser, à en savoir davantage la qualité des... Alors, à partir de ce qui est annoncé pour le 5 décembre, évidemment, on va poursuivre. J'imagine que le promoteur a un plan d'affaires et une stratégie pour faire la promotion de ces unités, là, mais le 5 décembre est une de ces étapes-là. C'est bien. Merci, M. Lamar. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Égide, je pense que c'est votre habitude. C'est dans la levée de l'Assemblée, qui est appuyé par... Est-ce que ça a besoin d'appuyer? M. Normand? Alors, je ne sais pas si... Évidemment, on est dans le temps. J'apprécie beaucoup la diligence de tous là, dans la tenue de cette première séance-là. Suite à l'élection, on a essayé de bien faire, mais quand même d'avoir une stratégie condensée, mais je ne pense pas qu'on ait escamoté les sujets. On a pris le temps de les traiter, mais on l'a fait de façon vigilante. Merci de votre collaboration. Est-ce qu'il y a des élus ou des élus qui veulent commenter davantage? Il reste quelques minutes, M. Pascal. 5 minutes, alors. Un commentaire, sinon... Oui, M. Normand. Évidemment, on aura des remerciements à faire, mais je vais les garder pour la prochaine séance, étant donné que je vais savoir les fonctions que vous allez m'assigner, M. le maire.
Effectivement. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, M. Richard? En tant que vétéran, disons, dans mon 3e mandat, j'aimerais mentionner qu'on a eu une très belle rencontre en comité avec c'est un nouveau, pas un nouveau conseil, mais un mix de nouveaux et d'anciens. Ça s'est très bien déroulé. Les discussions ont été progressives tout le temps. Alors, je félicite les nouveaux. Ils ont bien fait ça. Les anciens, pas pire. Alors, et la séance s'est bien déroulée aussi. On est dans le temps. Alors, je félicite tout le monde ici autour de la table. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Oui, M. Gilles? Je dois vous féliciter, M. Pierre, M. le maire. C'est difficile là, pour nous autres. C'est Pierre, c'est maire. Et je dois vous féliciter. J'étais impressionné. J'ai hâte de voir ça. La première réunion de travail, non. Je veux dire, franchement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans. Merci, M. Gilles. Alors, peut-être un dernier commentaire, puis on va clore là-dessus. M. Michel? Je ne veux pas me poser en porte-parole du nouveau et des nouvelles, mais il reste que moi, je trouve que l'ambiance de travail, puis avec les gens également de ce côté-ci, et jusqu'à maintenant, ça ne fait que commencer, mais jusqu'à maintenant, c'est extrêmement positif. Je trippe beaucoup sur l'esprit d'équipe et sur le travail en équipe. Puis on peut dire qu'au départ, là, ça semble vouloir se dessiner pour se dérouler de cette façon-là. C'est formidable. Alors, sur ces belles paroles, M. Michel, on se donne rendez-vous. Séance du 4 décembre prochain. Mes collègues auront l'occasion d'intervenir à nouveau en fonction de leurs responsabilités qui leur seront confiées. Et voilà, je vous dis, portez-vous bien, puis on se retrouve le 4 décembre. Merci.